Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la vidéo 2 sur 2 de cette saga en deux volets consacrée aux joueurs clutch et aux game winners. On avait regardé dans une première vidéo à qui il était judicieux de confier les clés d'un match pour essayer d'aller gagner au buzzer ou en tout cas dans les toutes dernières secondes. Je vous propose d'aller inspecter le revers de la médaille avec une vidéo sur à qui il ne faut pas confier le dernier ballon du match. Je vous rappelle toujours le contexte, on est sur une fin de match serrée, on est à une possession d'écart, donc plus ou moins 3 points d'écart, et il reste quelques secondes à jouer, moins de 30 secondes. Donc on est vraiment sur du méga money time, comme dirait Georges Eddy. Pour ce faire, la méthodologie de cette vidéo, j'ai utilisé les 5 dernières années, donc j'ai compilé 5 années de stats, j'ai pris le top 50 des plus gros tireurs en volume, des plus gros tireurs de ces tirs des dernières secondes dans les matchs très très serrés, et j'ai pris leur pourcentage de réussite global sur les 5 années, sur ces tirs serrés, afin d'obtenir un classement. Donc on avait vu quels étaient les meilleurs, on va voir maintenant quels sont les pires, avec toujours ce postulat, 30 secondes à jouer, plus ou moins 3 points d'écart, et on est uniquement sur les tirs de champ. Je n'ai pas tenu compte des lancers francs, pourtant dans les fins de match, les lancers francs sont hyper importants, donc je ne suis pas en train de vous dire ça compte pas, c'est hyper important, mais on est vraiment sur les tirs de champ. Donc considérez que c'est une séquence où il n'y a pas de faute volontaire, où la défense elle est super en place, elle fait pas faute, elle conteste du mieux qu'elle peut, et on a vraiment besoin du mec qui va aller mettre le tir, ou mettre le lay-up, ou mettre le 3 points, qui va faire la différence. Alors, dans cette vidéo, on va voir qui sont les plus grands joueurs de Tetris de la ligue, qui sont les spécialistes de l'alignement de briques, qui sont les maçons du cœur de la NBA. La réponse va être cinglante. Certaines vérités sont douloureuses, mais doivent parfois être dites. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai retenu que les 50 joueurs, j'ai classé, si vous voulez, j'ai écrémé les 50 joueurs qui avaient tenté le plus de tirs comme ça en fin de match. Il y a évidemment des joueurs qui sont peut-être à 0 sur 6, à 0 sur 8, que je n'ai pas intégré dans ce classement, qui n'ont jamais mis un tir décisif. Donc bien évidemment, j'aurais pas envie de leur donner le dernier ballon du match, si vous voyez la logique. Mais il faut qu'il y ait un nombre de tirs minimum pour que ça soit significatif. C'est pour ça que vous allez avoir uniquement un classement entre les joueurs qui en tentent le plus, pour écrémer tous ceux qui en ont tenté très très peu, et c'est pas significatif. Et c'est pour éviter aussi de comparer des joueurs qui vont avoir tenté 5 ou 6 tirs avec d'autres qui vont comparer 50. Ça n'aurait aucun sens. Donc là, on ne prend que les gros consommateurs de tirs ultra décisifs en fin de match. Je vous rappelle aussi, important, que le pourcentage au tir moyen la saison passée en NBA, c'est 599 tirs tentés, je les ai tous comptés un par un. Et il est à 32,3%. Donc ça vous donne le pourcentage référence, le pourcentage moyen de toute la NBA sur ces tirs ultra décisifs en fin de match. Mettez vos casques, c'est parti. En numéro 10, on retrouve, et c'est une coïncidence, John Wall. Je ne vais pas chercher à faire un jeu de mots ridicule entre wall, mur, brique, maçon. Je vous le dis, c'est une coïncidence, mais il se trouve que John Wall, il intègre ce classement à la 10e place, avec 67 tirs tentés dans les derniers instants en 5 ans, pour seulement 19 marqués. Ça fait du 28,4%, un pourcentage de réussite qui est en deçà de la moyenne NBA. Alors je ne suis pas du tout en train de dénigrer John Wall, du même que je ne suis pas du tout en train de dénigrer les joueurs qui vont être présents dans ce classement. Ces tirs des derniers instants, il faut bien que quelqu'un les prenne, on est complètement d'accord là-dessus. C'est au franchise player de l'équipe de prendre ses responsabilités, on est aussi 100% d'accord là-dessus, mais ça c'est vrai pour les 30 équipes de la NBA et pour les 30 franchise players de ces équipes NBA, et là c'est intéressant effectivement de voir que dans les mêmes conditions, certains excellent, on l'avait vu dans l'autre vidéo, et d'autres effectivement à contrario passent un petit peu au travers.
On n'est pas non plus en train d'évaluer la clutchitude, si vous voulez, globale d'un joueur, parce que vous avez des joueurs qui sont très très forts dans le quatrième quart-temps, qui vont ramener leur équipe, mener au score, la faire passer devant et faire s'imposer, ou qui vont effectivement être des catalyseurs dans le quatrième quart-temps. C'est pas non plus ça au global qu'on évalue, vous l'avez bien compris. Là, on évalue vraiment la mini-portion de match, la toute dernière ligne droite, les toutes dernières secondes, qui décide de la victoire ou non d'une équipe, et donc la capacité de ces joueurs ou non à faire gagner leur équipe. Là, vous l'avez compris que John Wall, il en a raté beaucoup plus qu'il n'en a marqué, et donc c'est pour ça qu'il intègre ce classement à la 10e place. En numéro 9, on retrouve un collègue. On retrouve un collègue de Washington, on retrouve Bradley Beal. C'est également une coïncidence, j'ai pas cherché à faire en sorte que ça se passe comme ça. Ce sont les aléas du classement qui amènent les deux à se côtoyer à la 10e et à la 9e place. Bradley Beal qui sur les 5 dernières années a tenté 36 tirs décisifs, il n'en a mis que 10, on est à 27,8%. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le backcourt décisif des Blazers avec McCollum, Lillard. Et bien là, on a un backcourt un peu en antithèse, un backcourt un petit peu plus défaillant du côté des Wizards avec John Wall et Bradley Beal. En numéro 8, on retrouve KCP, on retrouve Caldwell Pope. Alors vous allez voir qu'il y a dans ce classement des joueurs qui ne sont pas forcément des superstars de la ligue, mais à qui on a quand même confié des responsabilités en fin de match, qui au global se retrouvent quand même dans le top 50 des joueurs qui ont tenté le plus de tirs décisifs en fin de rencontre. C'est le cas de KCP du côté des Pistons, également du côté des Lakers. 23 tirs tentés en 5 ans, on est dans la fourchette basse en termes de fréquence de tir, mais c'est éligible, et on est à 26,1%, un pourcentage assez faible. On commence à se rapprocher des 1 sur 4, donc en rater 3 pour en mettre 1, en termes d'efficacité, ça commence à être un petit peu problématique. En numéro 7, on retrouve Chris Middleton, un peu dans la continuité d'un KCP, Chris Middleton du côté des Bucks, à qui on a souvent confié les clés de la boutique en lui disant « Tiens, fais-nous gagner ce match s'il te plaît ». Et bien Chris Middleton, il cumule sur 33 tirs tentés au global sur 5 ans, seulement 8 inscrits, 24,2%. Ceci peut peut-être expliquer cela des mauvaises pertes sur les dernières saisons des Milwaukee Bucks. Toujours est-il qu'on comptait beaucoup sur lui pour sauver l'équipe, et que malheureusement ça s'est plus souvent mal passé que bien passé, dès lors que c'est lui qui tentait le dernier tir. En numéro 6, on retrouve Reggie Jackson. Du côté des Pistons. Quand même 38 tirs tentés au global sur 5 ans pour arracher une victoire ou une prolongation. 23,7% de réussite, ça commence à être vraiment faible. On commence à être pratiquement à 10 points de pourcentage en deçà de la moyenne NBA. Ça commence à devenir compliqué de légitimer d'en avoir tenté 38 quand on a été en capacité d'en mettre que 9. Maintenant, on est toujours d'accord, il faut bien que quelqu'un les prenne, mais peut-être que du côté des Pistons, il y avait quelqu'un d'un petit peu plus capable, sans être méchant, pour essayer de transformer ces tirs en des tirs victorieux. Accrochez bien vos casques, ou en tout cas cramponnez-vous bien, mettez bien la sangle, accrochez vos ceintures, on va rentrer dans le top 5. En numéro 5, on trouve Kyle Lowry, le meneur All-Star des Toronto Raptors. On avait parlé dans une vidéo précédente des difficultés des Raptors à négocier les fins de match serrées. Ceci explique peut-être cela. Lowry, 23,4%, 47 tirs tentés, pratiquement 10 par saison, et seulement 11 inscrits. C'est peu, et ça commence vraiment à piquer. Est-ce que la faillite des Raptors dans la fin de match ne se résumerait pas, même si c'est très simpliste, à la faillite de Kyle Lowry? Toujours est-il que
Au vu des perfs de DeRozan et des sous-perfs de Kyle Lowry, si j'étais le coach des Raptors, je me tracasserais pas trop la tête à savoir à qui je donne le dernier ballon du match pour essayer de l'emporter ou d'arracher la prolongation. En numéro 4. En numéro 4, on retrouve Isaiah Thomas. Et il y a pas mal de meneurs dans ce classement. On retrouve Isaiah Thomas, transfuge des Celtics, intérim vers les Cavs, il est maintenant aux Lakers. Le petit Thomas, qui est typiquement le joueur qui était super fort dans les quatrièmes quart-temps, indispensable, catalyseur, je propulse mon équipe dans le quatrième quart-temps. Mais sur les toutes dernières secondes, malheureusement, je faillis. 7 sur 30 au cumulé au tir, 23,3%. Ça commence à être vraiment peu. Ça commence à être vraiment peu. Et c'est pareil, même si du côté des Celtics, c'était à lui de prendre ces tirs-là, d'un point de vue purement tactique, ça commence à devenir difficile à légitimer, même s'il a fait toute la crédibilité pour le faire. Attention. On arrive sur le podium. Podium, bien entendu, 100% par pain massif, briques naturelles, assemblées à la main par vos maçons préférés. En numéro 3. En numéro 3, on retrouve Victor Oladipo. Alors, vous avez été quelques-uns à me glisser le nom d'Oladipo parmi les joueurs que vous considériez comme les plus clutch de la ligue. Je suis au regret de vous annoncer que c'est pas tout à fait le cas. Oladipo, c'est 9 sur 39 sur les 5 dernières saisons. C'est donc 23% au total. On est à 1 sur 5 sur la saison en cours. Le 1, c'est le game winner face aux Spurs. Mais au-delà de ce game winner, il ne faut pas oublier qu'il y en a 4 qui ne sont pas rentrés. Ces 4-là, vous ne les verrez pas en vidéo. J'ai cherché, je ne les ai pas trouvés. Sauf à éplucher les matchs un par un. Mais en tout cas, sur des vidéos de highlights, vous ne les trouverez pas. Oladipo est en train de monter en puissance. Mais toujours est-il que sur une vision globale des 5 dernières années, c'est pas forcément le joueur à qui j'aurais envie de confier les clés du match. En numéro 2, eh bien on trouve Chris Paul. On trouve Chris Paul, vétéran, superstar de la ligue, l'un des meilleurs meneurs de la NBA. Mais sans doute pas celui à qui j'aurais envie de donner les clés du match, en tout cas pour ce qui est de prendre le tir. Parce que bien entendu, moi en tant que coach, lancer une séquence de fin de match avec Chris Paul à la main, ça peut être très très bien, parce qu'il va peut-être pouvoir fixer, sortir d'un pick and roll, servir le joueur qui est tout seul, ce joueur-là va marquer le tir au buzzer. Donc en chef d'orchestre, bien entendu que c'est très pertinent d'avoir Chris Paul dans la fin de match. Mais c'est pas ce qu'on évalue ici, vous l'aurez compris. On évalue vraiment, c'est Chris Paul qui tente le dernier tir, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne du 20%. Ça donne du 20%, ça donne 7 sur 35 au cumulé au tir de la gagne ou de l'égalisation dans les toutes dernières secondes. C'est vraiment très très bas. Là, c'est vraiment très très bas et c'est pour le coup, au vu du statut du joueur, vraiment inquiétant. Et le grand gagnant, la médaille d'or de ce Worst 10, eh bien, ça a été pour moi une petite surprise, une demi-surprise en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Le grand gagnant est Paul George arrivé à l'intersaison du côté de OKC en provenance des Pacers. Eh bien, il faut croire que Paul George, il a beau avoir toutes les qualités de basketteur de la terre. C'est pas le joueur qui va vous arracher une victoire ou une prolongation dans les dernières secondes. 6 sur 33 au tir clutch en cumulé sur les 5 dernières années, 18%. Alors souvenez-vous de cette séquence où on voit Paul George en playoff face aux Cavs taper des mains comme ça, être furieux parce que c'était CJ Miles qui avait tenté le tir de la gagne et pas lui. Sauf que CJ Miles avait manqué son tir, mais c'était un super tir. Quand vous savez que Paul George est à 18% de réussite au tir, c'était peut-être pas une mauvaise chose que ça soit pas lui qui le tente. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire. 18%, on est pratiquement à 15 points de pourcentage en deçà de la moyenne NBA. Même du côté d'OKC, alors que Westbrook est en créateur, en fixation, que Anthony peut être un danger, et donc que la pression défensive se relâche un petit peu sur Paul George, même dans ce contexte-là, il reste relativement peu fiable dans les fins de match. Donc très clairement, Paul George, c'est le joueur à qui il ne faut pas confier le dernier ballon du match parmi la liste de ceux qui tentent le plus de game winner.
Vous l'aurez compris, c'est ici que se tourne cette page du Worst 10. Mais quid des absents? Parce que maintenant que je vous ai parlé des 10 meilleurs, maintenant que je vous ai parlé des 10 moins bons, eh bien il reste pas mal de noms qu'on n'a pas évoqués, et pas des moindres, des superstars de la ligue. Eh bien quid des absents? Comment sont-ils positionnés? Et c'est là que je vous dis, on va peut-être casser des mythes, rétablir des réalités. Eh bien c'est ce que je vous propose très rapidement de découvrir. Westbrook, 33,7%, un petit peu mieux que la moyenne NBA. Alors, Westbrook a la particularité d'être de loin le joueur qui tente le plus de tirs décisifs dans les fins de match. Alors, il en a mis énormément, parce que 31, c'est énorme, mais n'oubliez pas qu'il en a aussi manqué énormément. Alors évidemment, les highlights vous montreront que ce qu'il marque, et souvent ceux qui marquent, ils sont complètement extraordinaires, complètement improbables, donc évidemment hyper spectaculaires, donc ça fait vendre, mais n'oubliez pas qu'au-delà de ça, il en met 31, mais il y en a 61 qui ont été manqués, dans les mêmes conditions. Spécificité de Westbrook, c'est que d'année en année, il gagne en efficacité dans son pourcentage d'adresse. Donc là, sur cette saison, c'est le joueur qui en tente le plus, et c'est aussi l'un des joueurs qui a l'un des meilleurs pourcentages. Et par contre, il vient de très très loin. C'est pour ça que dans ce global sur 5 ans, il est classé assez bas. C'est pour ça que c'est intéressant de se projeter sur le long terme, parce que sinon on peut avoir une vision à court terme qui est un peu tronquée. LeBron James, c'est un nom qu'on m'a pas mal évoqué comme un joueur décisif. Et bien LeBron James, c'est 30,8%, c'est moins que la moyenne NBA, c'est du 16 sur 52, dès lors que c'est lui qui tente le tir décisif, le dernier tir du match. Bien entendu, LeBron James, il est indispensable dans les fins de match dans d'autres registres, parce qu'il va fixer, parce qu'il va peut-être créer pour ressortir sur un coéquipier. Mais c'est pas ça qu'on évalue une nouvelle fois, je vous le redis. On évalue vraiment sa capacité à lui-même, perso, mettre ce tir de la gagne. Harden, eh bien c'est pareil, il en tente beaucoup. Il est pas mal à 34, mais on est finalement dans la moyenne NBA. Pour ce qui est du joueur qui en tente aussi énormément, avec un pourcentage, c'est pareil, qui est somme toute moyen. On trouve Kemba Walker, quand même 78 tentatives. Très clairement, c'est lui qui a tous les ballons décisifs du côté des Hornets dès lors qu'il est sur le terrain. Mais c'est pareil, il y a énormément de quantité, mais quand on s'intéresse à la qualité, bien, on se retrouve tout juste dans la moyenne NBA. Carmelo Anthony, joueur non qu'on m'a beaucoup évoqué dès lors qu'on parle de joueurs clutch. 31%, en dessous de la moyenne NBA, 18 sur 58. Ça fait toujours 18 entre guillemets game winner, mais n'oubliez pas qu'au-delà des 18, il y en a 40 qui ont été manqués. Kawhi Leonard, petite fréquence, on n'est que entre guillemets à 27, 33%, on est plus ou moins dans la moyenne NBA. Jimmy Butler, 32%, on est dans la moyenne NBA, même s'il a pas mal de fois sorti les Bulls de la panade, il en a aussi manqué pas mal. Donc le rééquilibrage, c'est qu'on arrive à une moyenne, somme toute, standard pour la NBA. Steph Curry, Mr MVP. Eh bien Steph Curry, c'est moins de 30% au tir dans les paniers, dans les séquences décisives, pour les paniers décisifs, 28,9%, 45 tentés quand même. Donc, belle fréquence, mais seulement 13 réussites. Curry, il est un peu tout fou. Sa sélection de tirs, elle est un peu improbable. Donc, il y a des tirs absolument miraculeux. Je pense notamment ce tir à 9 mètres à 3 points au buzzer face au Thunder. Mais il y en a 32 autres qui ont été des bricasses infâmes. Et malheureusement, pour les Warriors, qui n'ont pas contribué au succès. Et puis, il y a aussi Joe Johnson, effectivement... qui est un nom qui revient assez souvent quand on parle des joueurs décisifs, et bien sur les 5 dernières années, c'est 9 sur 29, 31%, donc on est pareil dans la moyenne NBA. Et puis les petits jeunes, la relève, ils en sont où la relève? Eh bien, parmi les petits jeunes qu'on a un peu sollicités dans la fin de match sur ces dernières saisons, Wiggins est à 30%, 10 sur 33, Booker est à 33%, 7 sur 21, et Embiid, monsieur Contramax,
eh bien il est à 7,7%, 1 sur 13. Alors il n'y a pas un volume de tir colossal, mais 13, ça commence déjà à être un petit peu significatif. Eh bien malheureusement il y en a 12 qui ne sont pas rentrés. On va se quitter là-dessus. Merci de votre fidélité, j'espère que maintenant vous êtes un petit peu éclairé entre les mythes et les réalités des joueurs dans les séquences décisives en fin de match. Bon match à tous.